20 sur Europe 1 en ce jour de lancement de la semaine de la langue française. Nous sommes le 17 mars. J'ai grand plaisir à recevoir l'écrivain Daniel Picouli, un des maîtres de cérémonie du Salon du Livre à Paris. Aujourd'hui, on va en parler. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, je ne vous ai pas apporté le Figaro Magazine, mais je l'avais juste sur mon bureau à côté. La une du Figaro Magazine ce week-end, c'est « Lire ». Point d'exclamation, vous l'avez vu. Vous avez face à face le ministre de l'Éducation et Bernard Pivot. Et voici ce que dit dans les pages Jean-Michel Blanquer. Plus une société est technologique, plus il faut renforcer ce qui fait son humanité, et cela passe par la lecture. Et c'est difficile pourtant de ne pas faire s'opposer le livre et la tablette, le livre et le téléphone, mais c'est vrai. Non, surtout pas les faire s'opposer. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cet échange de propos, c'est le terme humanité. On l'avait oublié parce qu'on pensait qu'avec les technologies, les tablettes, il n'y avait plus d'humanité. Bien au contraire. Et aujourd'hui, quand on parle d'humanité numérique, c'est justement de retrouver ce qu'il y a d'humain, de convivial, de relation, grâce à la machine. C'est un outil, tout simplement. Et aujourd'hui, les gens qui vont se retrouver derrière une dictée sont pas des gens comme ça qui vivent hors le monde et hors l'époque. Ce sont des gens très insérés dans leur époque et qui vont se coltiner avec une orthographe un peu étrange. J'étais avec votre Belge préféré tout à l'heure, on parlait de tout ça. Pourquoi des gens se lèvent à 8h du matin pour aller se coltiner avec une dictée, avec plaisir, rédigée par un pervers qui va essayer de leur faire le maximum de fautes. En l'occurrence, par exemple. En l'occurrence, ou Jean-Joseph Julot, parce que c'est aussi un des grands opérateurs de la perversité orthographique. Et comment se fait-il ? Et en plus, après, les conversations qu'il y a, venir avec ses enfants, venir toutes les générations pour se confronter à ce monstre que peut être l'orthographe. Voilà, c'est ça qui, aujourd'hui, me rassure. C'est passionnant parce que, alors, c'est à midi, par exemple, porte de Versailles, dans le cadre du Salon du Livre, vous animez cette dictée pour les nuls, 300-400 personnes. On sait que vous avez raconté dans La faute d'orthographe et ma langue maternelle combien ces doubles zéros aux dictées vous avez touché, marqué, mais comment ça a pu traumatiser aussi un certain nombre d'ex-écoliers. On peut passer donc de la dictée supplice à la dictée plaisir en une vie. C'est facile. Oui, et en plus, moi, je prône l'idée que la dictée est un outil pédagogique formidable. Ne faites pas administrer des dictées aux gosses, faites-leur écrire des dictées. C'est-à-dire, faites-leur écrire. Moi, je voudrais que des gosses, c'est comme des battles, s'opposent. Celui qui écrit la dictée la plus compliquée, qui fait faire le plus de fautes à ses copains, a la meilleure note. Il n'y a pas de meilleur moyen que d'appréhender. Oui, c'est un jeu, c'est ça. Faut faire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a, et d'ailleurs, notre ministre, Monsieur Blanquer, je trouve est un. Bon, on ne va pas parler de bon ministre, on n'est pas en train de. Mais en tout cas, il dégage une énergie par rapport à ça, une envie de faire, qui communique parce qu'il a la gentillesse de nous rassembler de temps à autre. Et ça, c'est intéressant de savoir que de là-haut, ça dégouline bien et ça descend bien dans ce sens-là. Et aujourd'hui, je le dis beaucoup aux enseignants, renverser la dictée, Moi, j'ai appris les règles de grammaire qui m'ont beaucoup manqué pendant mon enfance en rédigeant des dictées. Oui, parce que ça vous révèle à vous-même, finalement, la dictée, la faute d'orthographe, le dépassement, ça nous donne des choses sur nous, des clés. Et puis, ça réveille, c'est affreux, ça réveille cette envie de coller les autres. Faut le dire. C'est-à-dire, mais maîtriser les règles, c'est quoi ? C'est la possibilité d'écrire un texte. Moi, j'ai fait la dernière dictée au bagne, le vainqueur a fait que 12 fautes et la moyenne était de 40. J'en étais affreusement content. C'est horrible de le dire, mais c'est vrai. Daniel Picouli est avec nous ce matin et on parle de la dictée. Il y en a de plus en plus dans toutes les villes et les villages, en milieu carcéral. Il y a un jeune homme que j'ai eu au téléphone hier qui s'appelle Rachid Santakis. Il est auteur et il anime beaucoup de dictées justement en prison. Et le 31 mars au Stade de France à Saint-Denis, il veut réunir 1500 participants pour la plus grande dictée du pays. Symbole de fraternité dans le mot. Ça, c'est beau. Aujourd'hui, je crois que le jour correspond bien. À quand le tournoi des 5 nations francophones de la dictée ? On se retrouve à Cardiff, on se retrouve un peu partout, dans tous les endroits où on a envie de faire une dictée. Je trouve que bien évidemment, et en milieu carcéral, je pense que ça a son utilité, c'est un sens. C'est un sens, bien évidemment, puisqu'on sait souvent qu'il y a un lien entre le dépérissement de la langue ou la non-maîtrise de la langue et le fait qu'on se retrouve dans ces situations-là. Oui, bien sûr. Aimer les mots, se mettre à les apprivoiser pour savoir les choisir. Il y a des mots qui énervent et qui blessent dans le débat public. Si je vous dis « balance ton porc », les deux termes ont choqué. Balancer, la délation, et puis le porc, pauvre animal qui n'avait rien demandé. Oui, mais là, c'était
c'était nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a des moments, les mots sont là aussi pour choquer, ils sont là pour dire des vérités qui sont des vérités abruptes, qui sont des vérités violentes. Les mots ne doivent pas faire peur en ce sens-là. Ils ont bien évidemment, comme on le lit, c'est le masque de Janus. On peut dire avec les mots les choses les plus tendres, les plus belles, les plus douces et les plus violentes. Il suffit de savoir les maîtriser et l'important de savoir quand les utiliser. Et je crois que la maîtrise du langage, moi, quand j'étais gamin, je ne savais qu'une seule chose, c'est que je n'avais pas d'autre héritage que les mots, que la parole, que la maîtrise de la parole. Et j'avais le sentiment, et un professeur nous l'avait dit, que la maîtrise de la parole est une sorte de tapis volant qui va me permettre de me promener dans la société. Oui. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, on a vu même avec des films comme À haute voix, que bien évidemment la maîtrise de la langue faisait de vous quelqu'un qui avait le droit à tout, la possibilité d'aller partout. Et c'est essentiel, et c'est ce qui peut, j'allais dire, transgresser toutes les fatalités sociales des origines. C'est ça qui est important. La langue, c'est un trésor qu'on possède tous, et si on la maîtrise, moi vraiment, c'est une des choses que je disais à mes élèves en premier. Parle la langue. Argot, deuxième langue. Alors, à l'école, mais pas seulement, il y a des lieux refuges. Et je vous parlais des bibliothèques. Il y a eu un rapport remis par Éric Orsena, l'académicien, sur ce sujet, pour étendre les horaires d'ouverture, pour dépoussiérer un peu les bibliothèques et puis les rendre modernes. Oui, parce que, par exemple, il faut qu'elles ouvrent le dimanche. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, évidemment? Oui, bien sûr. Non, mais la disponibilité, c'est fou. De toute façon, il y a beaucoup de lieux, et les lycées en font partie, les écoles, qui sont morts. La plupart du temps, alors qu'ils sont à disposition. Bien évidemment, quand on est gamin, et puis il faut reconnaître que les horaires d'ouverture, le fait de l'ouvrir plus longtemps, permet à des gens qui ne peuvent pas dans la semaine, qui ne peuvent pas d'aller dans les bibliothèques. Je crois que c'est une mesure, et Éric Orsena a tout à fait raison, il l'a constatant, il y a un appétit. C'est-à-dire, il suffit de l'ouvrir plus pour s'apercevoir qu'il y a plus de monde qui vient. Donc ça veut bien dire qu'il y avait derrière un besoin qui n'était pas encore satisfait. C'est facile à constater. Après, il y a des choses à régler qui sont financières. Quand on dit les enfants n'aiment pas lire, on les voit dévorer les Harry Potter, ça fait 700 pages. Et donc, il y a l'initiative du ministre de l'Éducation qui va distribuer au CM2, là, au mois de juin, 800 000 recueils des fables de La Fontaine. Ah oui. D'ailleurs, il y a eu aussi, Eric aussi a travaillé sur les fables de La Fontaine. Revenir à des textes qui... voilà. Quand même, hein. Ça, comme de l'autre, ça le fait, diraient les jeunes aujourd'hui, les fables de La Fontaine. Eh bien, ce qu'il fera aussi, c'est aller au Salon de l'Agriculture et de retrouver à midi pour la grande dictée du jour, Monsieur Daniel Picouli, notre invité. Venez faire des fautes avec moi. Oui, il est terrible, le professeur. Merci infiniment, Daniel. Merci, et à très bientôt. On se retrouve pour la météo de Valérie. N'oubliez pas de dire bonjour à Jérôme. Ah oui, Jérôme, le chauffeur qui vous a amené aujourd'hui. Absolument. Salut Jérôme, vous nous écoutez comme tant d'autres. Merci les amis. Europe 1.